L'épidémie de Covid-19 que nous vivons tous ensemble depuis mars nous a amené à nous interroger, à nous intéresser aux infections épidémiques et notamment sur leur caractère prédictible. Et donc je vais commencer à vous parler des infections virales en zone tempérée. Florence continuera avec les infections virales en zone tropicale et puis Rémi finira avec les infections bactériennes cette fois-ci et notamment la peste. Alors, ces histoires d'épidémies, d'infections respiratoires, ça date pas d'aujourd'hui. Hippocrate, en moins 400, avait écrit dans un livre des épidémies. Dans son livre des épidémies, il décrivait déjà très bien des épidémies hivernales de maladies respiratoires. Alors, certainement, il ne savait pas dire que c'était telle ou telle infection, mais il savait reconnaître que chaque hiver, il y avait des infections des affections respiratoires qui se reproduisaient. Et donc, si on veut résumer ça très simplement, vous avez, grosso modo, en hiver, la grippe, les coronavirus humains, le VRS, qui sont des maladies hivernales assez bien caractérisées. Vous avez les para-influenza qui ont chacun une période spécifique. Le métapneumovirus qui est plus ou moins toute l'année, mais quand même plutôt l'hiver. Les rhinovirus qui sont complètement imprévisibles. Et puis les autres entérovirus qui sont plutôt des maladies estivales. Si on regarde simplement la grippe à Marseille, ça ce sont les données obtenues à partir d'EPIMIC, et je remercie Léa pour m'avoir aidé à faire ça. Déjà, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui se produit chaque hiver, et qu'on est capable de prédire que chaque hiver, il va se passer une grippe, il va survenir une grippe. Mais par contre, quand on regarde dans le détail, c'est vrai que c'est toujours à peu près novembre-avril, même si maintenant c'est plutôt décembre-mai, mais chaque épidémie, chaque hiver est différent, avec un coup de la grippe A, un coup de la grippe A de la grippe B, un coup un pic très important, un coup un pic moins important. Donc déjà, on ne sait pas d'une année à l'autre prédire ce qui va se passer l'année suivante, si ce n'est qu'on sait dire qu'il va y avoir la grippe. Hop. Quoi qu'il en soit, quand on regarde et qu'on modélise ça dans les zones tempérées, eh bien on a une épidémie en cloche qui survient dans l'hémisphère nord, l'hiver, dans l'hémisphère sud, en miroir, plutôt l'été, et donc, grosso modo, ça, on arrive à prédire ça. Pour le VRS, c'est pareil. On a, vous le voyez, l'hiver, une courbe en cloche, qui est à peu près corrélée d'ailleurs en temporalité avec la grippe, et dans l'hémisphère sud, également, une courbe en cloche qui survient l'été. Pour les coronavirus saisonniers, bon, c'est parfois un peu plus compliqué, notamment dans les zones tempérées de la Chine, mais grosso modo quand même, on a une épidémie qui commence en novembre, décembre, et qui se continue jusqu'à mars, avril, chaque année, et à peu près, quel que soit le coronavirus. Donc grosso modo, si on arrive après à mettre tout ça ensemble, ça ce sont les données de Marseille, ce qu'on voit c'est que chaque année, on commence à peu près par une épidémie de VRS qui va se poursuivre par une épidémie de grippe. C'est pas toujours la même grippe. Elle est en général mêlée avec du métapneumovirus, qu'on voit en orange ici chaque année. Et ce qu'on voit aussi, c'est que vous avez le rhinovirus qui est en rouge, là, lui qui fait absolument ce qu'il veut, qui ne respecte rien et qui survient à peu près toute l'année avec des poussées et qui ne sont pas toujours prévisibles. Ça, c'est pour ce qui était facile. Et maintenant, on passe aux pandémies. Et les pandémies, on les connaît aussi depuis l'Antiquité, et elles sont divisées grosso modo en deux grandes périodes. Il y a jusqu'au 19e siècle, il y avait les pestes, même si on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de ces pestes n'étaient pas du tout dues à Yersinia pestis, mais elles s'appelaient pestes. Et Rémi vous parlera de la vraie peste tout à l'heure. Et puis, à partir du 19e siècle, on parle des grippes, des grandes épidémies de grippe, même s'il n'y a pas que ça. Et vous allez voir que ces pandémies-là sont nettement moins prévisibles que les épidémies hivernales, que les épidémies annuelles. Alors, on commence par la grippe espagnole de 1918-1919, qui est due à H1N1, et qui est une maladie qui va évoluer en 3 phases. Et ces données-là sont des données danoises. C'est le centre d'épidémiologie danois qui a extrêmement bien, à l'époque, répertorié les cas d'infection, enfin de grippe espagnole.
Et donc, il y a une première période qui survient d'avril à juillet et qui est peu grave. Alors, il faut se souvenir que cette épidémie a commencé dans des camps militaires aux États-Unis et qu'ensuite elle est arrivée en Europe avec les soldats américains qui venaient sur le front de la fin de la Première Guerre mondiale. Cette phase touche donc des sujets jeunes, elle est peu grave, puis il y a deux vagues successives qui vont être beaucoup plus sévères en septembre-novembre 1918, puis janvier-avril 1919. On va faire 700 millions d'infectés, soit à peu près un tiers de la population mondiale de l'époque, avec une mortalité estimée à 20 à 100 millions, comparée à la Première Guerre mondiale qui a tué 13 millions de soldats, vous voyez que ça fait une différence considérable. 50% des morts auront entre 15 et 40 ans, en France 408 000 décès. Et cette mortalité, on sait aujourd'hui, elle a été essentiellement liée aux surinfections bactériennes, notamment pneumococciques. Et il n'y a en tout cas pas de surmortalité des personnes âgées. On le voit sur cette courbe-là, où il y avait une mortalité dans les premières années de la vie, puis chez les gens d'âge moyen, et pas du tout chez les personnes âgées. Et donc il est suspecté qu'il y ait eu une espèce d'immunité protectrice chez les personnes âgées qui auraient rencontré peut-être un virus H1N1, ou une immunité croisée avec d'autres virus de la famille des influenza, qui resterait depuis les grippes pandémiques de la fin du 19e siècle, qui étaient les pandémies de grippe russe de 1890, et qui étaient pourtant maintenant démontrées comme un H2N2, et de 1900, qui est un H3N2. Ensuite, on passe à la grippe asiatique de 1957-58, qui est un H2N2, qui débute en février 57 en Chine, qui va évoluer en deux phases, vous le voyez ici. Une première vague qui est de février à août 57, une deuxième vague de novembre 57 à juin 58, qui va cette fois-ci toucher tout âge, avec une mortalité de 1 à 1,5 million. Et quand on compare ce que je vous ai montré tout à l'heure pour la grippe espagnole et la grippe asiatique, là vous voyez que le profil des mortalités est complètement différent. Là, ça touche essentiellement des personnes âgées. On passe à la grippe de Hong Kong de 1970, qui est un H3N2 qui débute en juillet à Hong Kong, puis qui va évoluer vers le reste de la planète. Elle va toucher tout âge. Elle va faire à peu près 500 000 cas à Hong Kong et 50 000 morts sur place. Et puis il va y avoir un pic en janvier 69 aux USA. En Europe, elle va faire deux pics dans les hivers 69 et 70. Ça, ce sont des données anglaises. Vous voyez un premier pic en 68 et un deuxième pic en 69, avec donc une fin en mi-1970 et une mortalité globale de 0,75 à 1 million. Et si on compare à nouveau la mortalité de cette troisième pandémie de grippe du XXe siècle, eh bien, on retrouve un peu ce qu'on connaît habituellement de ces pandémies, de ces épidémies, une mortalité aux âges extrêmes de la vie, donc chez les petits-enfants et chez les âges plus avancés. Et vous voyez que les trois pandémies ont eu des profils de mortalité relativement différents. On passe aux années 2000. Le SARS-CoV-1, c'est un bêta-coronavirus, on n'est plus sur la grippe. Il débute en Chine lui aussi, de novembre 2002 à juin 2003. Il va faire à peu près 8000 cas dans le monde, dont 437 en France et 1 mort, et une mortalité globale de 774 décès. Et on a une épidémie, vous le voyez, qui est une épidémie, bon, elle a plus ou moins deux pics, mais elle est distribuée sur une période assez courte. On passe à la grippe mexicaine, H1N1 à nouveau, en janvier 2009, elle débute au Mexique. Elle va être assez courte aussi, elle va finir en août 2010, elle va toucher des sujets jeunes à nouveau, donc des âges de moins de 65 ans. Elle va faire entre 700 millions et 1,9 milliard de cas, pour une mortalité de 284 000. Et vous voyez, aux États-Unis, ce sont des données du CDC, il y a la grippe saisonnière, qui se termine, vous voyez, vers mars, début avril, et puis elle est immédiatement suivie par cette grosse épidémie, donc de grippe H1N1. La grippe mexicaine en France, elle commence aussi
Donc vous voyez en juin, et puis elle va faire un pic un peu plus tard, en hiver, avant de disparaître, avec donc une mortalité avant l'hiver, et une mortalité de 350 personnes en France. Alors, le MERS, c'est complètement différent, c'est considéré comme une pandémie, en réalité, oui, parce qu'il y a eu une diffusion de certains cas, mais en réalité en nombre, et même en répartition, c'est pas vraiment une pandémie, si on la compare aux autres, c'est plus une épidémie à diffusion assez limitée, avec un foyer initial qui est le Moyen-Orient. Est-ce qu'il y a une flèche? Elle a disparu, voilà, le Moyen-Orient. Et puis des cas exportés aux États-Unis, des cas exportés avec des épidémies secondaires en Corée. Donc 2500 cas, une mortalité élevée hein, pour le nombre de cas, avec 858 morts d'après l'OMS. Et puis une infection qui n'est pas terminée, hein, vous le voyez. On a toujours des cas régulièrement dans cette zone-là, dont la source est probablement les camélidés. Et puis le SARS-CoV-2. Alors donc on arrive au SARS-CoV-2, c'est début en Chine en décembre, vous le savez, 2019. 55 millions de personnes atteintes à ce jour, 1,3 million de morts. En France, presque 2 millions de personnes atteintes pour 45 000 morts. Et une courbe qui est un peu inhabituelle, hein, encore à nouveau, avec un premier pic donc dans la période de mars à mai, début mai, et puis une deuxième épidémie qui survient en juillet, à partir de juillet, et qui, on a l'impression, est en train de régresser actuellement. Et une mortalité qui est en miroir de cette évolution des cas, avec beaucoup de cas de décès pendant la première phase, et un peu moins, en tout cas en proportion, actuellement. Ça, ce sont les données de l'IHU que vous connaissez probablement tous, avec, on le voit également, 2 pics, et en réalité qu'on peut ici plus facilement diviser en 3 phases. Une première phase qui est la phase initiale en mars-avril, une deuxième phase qui est la phase estivale, et puis une troisième phase qui est la phase à partir de, plutôt l'automne, à partir de septembre, octobre. Et là aussi, on voit actuellement hein, une diminution du nombre de cas. Alors, on a testé 367 000 personnes, enfin, on a fait 367 000 tests pour 265 000 personnes testées. On a diagnostiqué plus de presque 24 000 cas. Et sur les cas APHM, donc 11 169 patients se sont révélés positifs pour 344 décès. Et donc, est-ce qu'on arrive à prédire finalement la persistance des souches virales dans la population à partir de ces épidémies? Ça, ce sont des données donc américaines et qui ont regardé la récurrence des cas d'infection à H1N1 dans l'histoire, donc grippe espagnole, et on voit que les années suivantes, il y a toujours un peu de H1N1, mais que finalement l'incidence de cette maladie va diminuer jusqu'à disparaître complètement. Le H2N2 de la grippe asiatique, il y a pendant une dizaine d'années, entre 57 et 67, une diminution progressive, puis une disparition de ce virus qui, à ce jour, n'est pas réapparu. Et puis, pour H3N2, donc la grippe de Hong Kong, elle apparaît en 68 et elle persiste. Et elle nous a jamais quittés. H1N1 a disparu donc autour de 1940 et est réapparu en 2009. Entre les deux, on n'en a pas entendu parler, alors que H3N2 a persisté. Et donc, vous voyez que c'est très compliqué de prédire à l'avance ce qui va se passer. Donc, si aujourd'hui on vous demande que va devenir le SARS-CoV-2, je suis bien incapable de vous le dire. Voilà, je passe la parole tout de suite à Florence.